Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer après ces 3 longs mois d'absence qui ont été extrêmement pesants. Et je vous remercie encore pour tous vos messages d'encouragement. On y reviendra en fin de vidéo. L'affaire que je vous propose aujourd'hui a particulièrement choqué l'Italie. Mais avant de nous plonger dedans, laissez-moi vous présenter mon sponsor du jour, eBay Club. eBay Club, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. J'ai déjà fait une première collaboration avec eux en fin d'année dernière et je vous avais expliqué que je connaissais plus ou moins le principe du cashback, mais je l'avais jamais utilisé et je savais pas pourquoi. Et c'est ma petite sœur qui m'en avait parlé puisqu'elle a inscrite sur eBay Club et elle m'avait dit mais c'est de la balle, tu te fais rembourser. Quand tu fais des achats sur des sites partenaires d'eBay Club, tu récupères du cash. D'où le principe du coup de cashback. Logique. En fait, c'est simple, eBay Club propose 3 services. Du cashback en ligne, du cashback en magasin et une nouveauté que eux seuls proposent, c'est du cashback en bon d'achat. Donc vous achetez des bons d'achat que vous pouvez faire valoir sur les sites partenaires. Donc écoutez, on va pas cracher dessus. Je vous montre un peu le principe de ce que ça donne sur un compte. Là, je suis en train de le faire défiler. Donc, vous voyez, en fait, vous faites vos achats sur des sites partenaires d'eBay Club. Moi, mes petits faibles, c'est la Fnac, Zalando. C'est surtout ça, en fait, mes sites chouchous, on va dire. Mais il y en a tout un tas d'autres. Et ensuite, vous récupérez du cash. Et à partir de 10 € dans votre cagnotte, vous pouvez récupérer l'argent par virement bancaire ou sur votre compte PayPal. Alors, normalement, vous avez 3 € offerts lors de l'inscription à eBay Club. Mais grâce au lien de partenariat avec eBay Club que je vous mets dans un commentaire épinglé et dans l'espace description, vous aurez 6 € offerts lors de l'inscription. On va pas cracher dessus non plus. De toute façon, je vais vous épingler le débrief de tous les avantages que vous pourrez avoir avec eBay Club. Et ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Sono andata da mia figlia e l'ho accarezzata, ma ho visto che non si muoveva. Non era fredda la bambina. Ho tentato di rianimarla. L'ho presa in braccio, l'ho rianimata e ho fatto un massaggio cardiaco. Poi l'ho presa in braccio, le dette qualche pacchetto sulla schiena, la portai in bagno alla mattina, provai a bagnare i piedini, le manine, il viso e la testina per vedere se cercasse di riprendersi. L'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée récemment en Italie, plus précisément dans la banlieue de Milan. Mais avant de nous plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter celle qui sera surnommée la mère indigne de Milan. Alessia Pifferi est née en 1985 à Crotone en Calabre. Ce que l'on sait de son enfance, c'est qu'elle a grandi dans la banlieue de Milan, auprès de ses parents avec sa grande sœur Viviana. Leur mère s'appelle Maria Assandri et on ne sait pas grand-chose de leur père, il est mort lorsqu'elles étaient encore jeunes. Les rapports entre Alessia et sa mère ont toujours été très conflictuels. Alessia, c'est pas ce qu'on peut appeler une bosseuse. Elle n'a jamais été très studieuse non plus. À l'âge de 20 ans, elle se marie avec un Sicilien et elle part s'installer avec lui à Palerme. Elle semble vivre un mariage heureux, comme on dit, mais le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils s'installent ensuite à Milan et au fil des années, Alessia et son mari ne sont plus heureux ensemble. La relation se détériore et ils finissent par divorcer en 2017 après 12 ans de mariage. À partir de là, Alessia retourne vivre chez sa mère en banlieue milanaise, mais les rapports avec sa mère ne s'arrangent pas. Alessia n'a pas beaucoup d'amis, donc elle n'a pas de vie sociale, elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas faire de formation. Non, ce qui l'intéresse, c'est de s'acheter des vêtements grâce à la pension alimentaire que lui reverse son ex-mari. Alessia passe ses journées à faire du shopping et à se prendre en photo pour les publier sur ses réseaux. Et en dehors de ça, elle passe son temps sur les sites de rencontres à la recherche du grand amour. Bon, autant vous dire que l'ambiance à la maison
C'est pas vraiment ça. La mère d'Alessia est tout le temps sur son dos puisqu'elle veut que sa fille se bouge, qu'elle travaille, qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Alessia finit par trouver un petit appartement non loin de chez son ex-mari dans la banlieue de Milan, histoire de s'éloigner de sa mère et de pouvoir mener la vie qu'elle veut. En 2020, elle rencontre sur Mythique un électricien de 56 ans, Mario Angelo D'Ambrosio. Il vit à Leffe, près de Bergamo, c'est à 1 heure en voiture de Milan. Et pour Alessia, c'est une évidence. Mario Angelo est l'homme de sa vie. C'est avec lui qu'elle veut finir sa vie. Pour Mario Angelo, c'est un peu moins évident. Disons que passer du temps avec Alessia, why not? Mais de là à se projeter dans une relation jusqu'à ce que la mort les sépare, c'est trop tôt pour l'envisager. Mais ils se voient régulièrement, c'est pas juste un plan pour Mario Angelo, puisqu'Alessia le rejoint quasiment tous les week-ends à Leffe. Elle passe quelques jours avec lui, parfois une semaine, mais Mario Angelo ne veut pas se projeter avec elle. D'ailleurs, le couple se sépare, puis ils se remettent ensemble, ils se séparent de nouveau, ils se remettent ensemble, et il semble qu'Alessia voit d'autres hommes en parallèle, et vous allez comprendre pourquoi je souligne ce point. On va en venir à présent à la petite Diana. Diana Pifferi naît en janvier 2021 dans des conditions plutôt cocasses, on va dire ça comme ça, même si c'est clairement un euphémisme. Alors, le 29 janvier 2021, Alessia passe le week-end chez Mario Angelo à Leffe. C'est un week-end plutôt ordinaire, plutôt sympathique, le couple est sorti, ils se sont baladés, puis ils ont passé du temps dans l'appartement de Mario Angelo. Dans la soirée, Alessia se sent mal. Elle a mal au ventre, elle est pas bien. Et Mario Angelo lui demande ce qu'elle a. Elle lui répond qu'elle doit aller aux toilettes. Quelques minutes après, Mario Angelo l'entend crier depuis les toilettes. Il accourt et que voit-il? Alessia qui est en train d'accoucher dans ses chiottes. Mario Angelo est complètement choqué parce que il n'était pas au courant qu'Alessia était enceinte et apparemment Alessia n'était pas non plus au courant qu'elle était enceinte. Les secours se rendent très rapidement sur place, Alessia est prise en charge avec son enfant. Cela dit, lorsque Mario Angelo est interrogé par les secours sur ce qu'il s'est passé, il explique qu'il n'était pas au courant que sa compagne était enceinte, mais il avait quand même remarqué que depuis quelques semaines, Alessia avait pris un peu de poids et que son ventre s'était arrondi. Mais Alessia lui avait affirmé qu'elle n'était pas enceinte, elle avait simplement pris un peu de poids. Et bon, il n'avait pas douté d'elle, puisque pour lui, si elle lui avait dit qu'elle avait pris du poids, il l'avait cru, rien de dramatique en soi. Si on en croit les propos d'Alessia, elle aurait fait un déni de grossesse. Personne dans son entourage n'était au courant de sa grossesse, que ce soit sa famille ou ses voisins. Donc forcément, tout le monde a été surpris. Toujours est-il qu'après le choc, la famille d'Alessia essaie de s'organiser puisque ils sentent que la jeune femme n'est peut-être pas forcément apte à élever un enfant, dans la mesure où elle ne sait pas déjà s'occuper d'elle-même. Mais Alessia affirme qu'elle est capable d'élever sa fille. Elle a 35 ans à ce moment-là, elle n'a pas d'emploi, mais elle se sent prête. Et concernant l'identité du père de Diana, il ne s'agit pas de Mario Angelo, mais d'un homme qui vit près de Milan, qu'Alessia voyait occasionnellement, mais elle préfère garder l'identité pour elle. Alors pour Mario Angelo, autant vous dire que cette situation l'a fortement perturbé, si on peut dire ça comme ça. Il ne se voyait pas continuer de fréquenter Alessia alors qu'elle venait de donner naissance à un enfant qui n'était pas de lui, donc il a préféré se séparer. Pour en revenir à la petite Diana, elle est restée en couveuse pendant près de 2 mois à l'hôpital de Bergamo, puisqu'elle est née prématurée, et après quoi, elle est rentrée chez sa mère à Milan. Les mois qui suivent, la mère et la grande sœur d'Alessia lui apportent toute l'aide nécessaire pour qu'elle puisse élever sa fille. Viviana est mère de famille, donc elle peut conseiller sa sœur, et la mère d'Alessia lui envoie régulièrement de l'argent pour l'aider à subvenir aux besoins de la petite, en plus des aides qu'Alessia reçoit de l'État. A priori, Diana ne manque de rien, c'est la petite mascotte de la famille, tout le monde l'aime, et c'est une enfant calme et souriante. Progressivement, Alessia parvient à convaincre Mario Angelo de se revoir et d'entamer de nouveau une relation, ce qu'il accepte. Mais pour lui, c'est pas une relation sérieuse. On va dire que Alessia est dorénavant son plan. Elle vient passer des week-ends chez lui, mais ils ne se voient
absolument pas entamer une relation sérieuse avec elle. Ça l'a un peu refroidi, cette histoire de grossesse surprise, de père inconnu au bataillon. Donc lui est très clair avec elle, hein. Il lui dit ok, on se voit, tu viens passer du temps à la maison, mais toi et moi, il n'y aura pas de mariage, de relation posée. Pour Alessia, même si Mariangelo a été clair, c'est une relation sérieuse. Dans sa tête, Mariangelo, c'est son compagnon, l'homme avec lequel elle compte passer le reste de sa vie. À présent, nous sommes en 2022. La petite Diana est dorénavant un joli petit bébé de 18 mois. Alessia continue de fréquenter Mariangelo. La relation, comme je l'ai bien souligné, n'est pas sérieuse, sauf dans la tête d'Alessia. Le mercredi 20 juillet 2022, vers 11 h, les secours du 118 reçoivent l'appel désespéré d'Alessia Pifferi. Elle est complètement chamboulée. Elle explique qu'elle vient tout juste de rentrer chez elle après quelques jours d'absence et elle a retrouvé sa fille morte dans son lit. La petite était avec la babysitter qui s'est tout bonnement volatilisée. Les secours arrivent sur place 10 minutes après et effectivement, la petite Diana est morte. Elle gît dans son lit. Et ce qui saute aux yeux du médecin qui intervient ce jour-là, c'est qu'il s'agit très certainement d'une mort par déshydratation. Alessia, quant à elle, est assise sur son canapé, elle pleure, elle est agitée et l'une de ses voisines qu'elle a appelée en renfort tente de la soulager. Mais Alessia ne parvient pas à se calmer et elle répète qu'elle est une très bonne mère. Alors ça, c'est quelque chose qui a marqué les ambulanciers lorsqu'ils sont intervenus au domicile d'Alessia, c'est que eux tentaient de voir ce qui était possible de faire sur la petite Diana, même si ils ont très rapidement compris qu'elle était morte. Et Alessia est assise sur le canapé, elle pleurait et elle répétait comme ça inlassablement « Je suis une très bonne mère, je suis une très bonne mère ». Quoi qu'il en soit, le corps de la petite Diana est transporté dans l'ambulance et pendant ce temps-là, l'une des ambulancières interroge Alessia pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et voilà ce qu'elle lui dit. Elle explique qu'elle est partie de chez elle 6 jours plus tôt, c'est-à-dire le 14 juillet, pour rejoindre son compagnon près de Bergamo. Elle avait payé les services d'une babysitter qui devait rester jusqu'aujourd'hui. Elle l'a d'ailleurs eu au téléphone à plusieurs reprises et tout allait bien. La dernière fois qu'elle lui a parlé, c'est 2 jours plus tôt. Et la petite Diana se portait bien. Mais en arrivant ce matin, la porte de l'appartement n'était pas fermée à clé. Et lorsqu'elle est rentrée dans le salon, là où se trouve le lit de sa fille, elle a d'abord remarqué que les fenêtres étaient ouvertes et que la babysitter n'était pas là. Puis elle a vu le corps de sa fille dans le lit. Elle ne bougeait pas. Elle a tenté de la ranimer en lui mouillant le visage, les pieds et les mains, mais Diana ne réagissait pas. Elle a ensuite tenté un massage cardiaque, sans succès. Dans la panique, Alessia est sortie de son appartement et elle a prévenu son voisin qui habite sur le même palier, puis elle a appelé le 118. L'ambulancière écoute cette histoire, elle la trouve assez horrible. Elle se dit, mais comment ça, une babysitter qui doit garder un enfant de 18 mois, qui décide de se carapater, qui laisse une gamine toute seule dans un appartement. Enfin, elle est complètement choquée. Donc elle demande le nom et le numéro de téléphone de la babysitter en question, afin de pouvoir les communiquer à la police. Et là, Alessia dit qu'elle s'appelle Giovanna ou Jasmine, quelque chose comme ça. L'ambulancière propose à Alessia d'appeler la babysitter pour comprendre ce qu'il s'est passé. Là, Alessia lui tend son téléphone et l'ambulancière ne trouve aucune trace de cette babysitter dans le répertoire, ni dans le journal d'appel. À partir de là, l'ambulancière commence à nourrir des soupçons sur la version donnée par Alessia, forcément. Donc elle prévient la police. Les agents se rendent sur place et eux aussi trouvent l'histoire d'Alessia étrange, d'autant que le biberon posé près du lit de Diana dans le salon a des traces de lait mais séchées, comme s'il n'avait pas été rempli depuis plusieurs jours. Et ça colle pas avec les déclarations d'Alessia. Elle dit avoir eu la babysitter à plusieurs reprises au téléphone pendant son absence. Elles ont même fait, vous savez, des visios pour qu'Alessia puisse voir sa fille et parler avec elle. Et d'après Alessia, Diana allait bien, elle était en pleine forme. Donc déjà, ce premier point, ça leur paraît quand même très étrange. Les agents de police font le tour de l'appartement. Et ce qu'ils notent, c'est l'état du salon, là où dormait la petite Diana. Ça sent mauvais, il y a des couches sales un peu partout jetées au sol. Et pas très loin, sur le frigo, ils découvrent une boîte de somnifères à moitié entamée. Alors c'est un détail, mais qui aura toute son importance par la suite.
Donc gardez-le bien en tête. Autre point important, c'est le comportement d'Alessia. Les ambulanciers sont dans l'appartement, la police vient d'arriver et depuis le départ, elle ne cesse de répéter qu'elle a toujours été une très bonne mère, que voilà, c'est une bonne maman, qu'elle s'est toujours bien occupée de sa fille. Et elle dit même qu'elle n'est pas une délinquante, elle aimait sa fille. Et elle demande aux agents de police si elle risque d'aller en prison. Elle leur dit, écoutez, moi je suis pas une délinquante, j'ai toujours été une très bonne mère, est-ce que je vais aller en prison? Là, les policiers se disent, bon, il y a quand même quelque chose de pas net. Alessia est conduite au commissariat de police afin d'être réinterrogée, tandis que la petite Diana est autopsiée. Et disons que le rapport du médecin légiste est assez accablant. Diana est effectivement morte de déshydratation, mais ce n'est pas tout. Elle n'a pas été nourrie et hydratée depuis le 14 juillet, soit le jour où Alessia est partie de chez elle pour laisser la petite avec la fameuse babysitter. La date du décès est estimée au 19 juillet, donc la veille du retour d'Alessia à son domicile. On réalise également un examen toxicologique puisque souvenez-vous qu'on a retrouvé des somnifères sur le frigo et on en trouve quelques traces dans les cheveux de Diana, mais rien dans le biberon. Alors comme je vous l'ai dit, ce point est très important puisque il y a deux explications qui pourraient expliquer ces traces. Est-ce que Diana en a ingéré, auquel cas on lui aurait donné des somnifères pour qu'elle s'endorme, ou est-ce que la petite a touché les médicaments, voilà, elle a posé ses mains dessus, puis des traces se sont retrouvées dans ses cheveux. Ça, c'est un point sur lequel, à ce moment-là, l'équipe de médecins travaille, puisqu'il est important de déterminer ça. Autre point souligné par le médecin, c'est que Diana était sous-développée pour son âge. Et d'après les bases de données de l'administration italienne, elle n'était suivie par aucun pédiatre depuis sa naissance en janvier 2020. Là, on est devant un cas très grave de négligence en plus de la mort de la petite. Et bon, comme vous vous en doutez, il n'y a jamais eu de babysitter. C'est une certitude. La police a vérifié le téléphone. Il n'y a jamais eu de Jasmine ou de Giovanna ou que sais-je. Ça, c'est une pure invention. Alessia a menti. Elle a laissé sa fille d'1 an et demi seule dans son lit avec un seul biberon de lait pendant 7 jours. Et, autre point que la police découvre, sans climatisation. Alessia est réinterrogée par les enquêteurs qui disposent donc du rapport du médecin légiste et elle passe aux aveux. Oui, il n'y a jamais eu de babysitter, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Elle va tout nous expliquer. Le matin du jeudi 14 juillet, vers 6h30, Alessia explique qu'elle s'est réveillée, elle a fait un biberon de lait à sa fille, elle l'a lavé, changé, puis elles sont sorties se promener. Et sur la route, Alessia lui a même acheté de la focaccia, parce que sa fille en raffole. C'est vous dire à quel point elle aime sa fille. Vers 11h30, elles sont retournées à la maison. Alessia a préparé à manger à sa fille, puis elle lui a fait faire sa sieste dans son lit, qui est installé dans le salon. À partir de ce moment-là, on rentre dans le vif du sujet. Alessia prépare 2 valises avec pas moins de 30 tenues différentes pour elle, puisqu'elle a prévu de passer le week-end chez son compagnon Mario Angelo à l'effet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mario Angelo lui a quand même demandé comment elle comptait gérer sa fille pour ce week-end. Il lui a dit « Ok, tu comptes venir, mais enfin, tu vas faire quoi de ta fille ?» Et Alessia l'a tout de suite rassurée. La petite Diana était avec sa sœur Viviana près de la mer. Donc, pas de problème. Bon, c'était un mensonge, bien sûr, mais Alessia ne s'en fait pas. Elle a l'habitude de laisser la petite toute seule 1 nuit ou 2 quand elle veut dormir chez son mec. Et tout s'est toujours très bien passé. Elle laissait 2 biberons de lait près du lit de Diana dans le salon, et lorsqu'elle retournait chez elle, la petite était là, joyeuse et en pleine forme. Bref, en début d'après-midi, Alessia prépare un biberon de lait à sa fille qui dort toujours. Elle le pose à côté de son lit. Elle quitte son appartement sans allumer le climatiseur et elle prend la route pour les faits. Pour rappel, on est en plein mois de juillet. Alessia rejoint Mario Angelo, ils passent la soirée ensemble, ils dorment ensemble. Le lendemain matin, elle aurait supplié Mario Angelo de la déposer chez elle, mais il lui aurait crié qu'il n'était pas son taxi, que c'était beaucoup trop loin en voiture et qu'il n'avait pas que ça à faire. Donc elle est restée avec lui. Alors je pense que beaucoup ont compris où Alessia veut nous amener doucement mais sûrement. Ce n'est pas de sa faute si sa fille est morte. C'est son mec qui n'a pas voulu la ramener chez elle. Bref, vendredi passe, puis samedi et dimanche. Le couple sort, Alessia passe d'agréables moments avec son copain et à aucun
aucun moment elle ne contacte sa mère ou sa sœur, ne serait-ce que pour que l'une d'entre elles se déplace chez elle pour voir comment se porte sa fille. Pour information, la mère et la sœur d'Alessia vivent également en banlieue milanaise, pas très loin de chez Alessia. Viviana a même les clés du domicile de sa sœur. Donc, si Alessia avait appelé pour lui demander de passer voir ce qu'il en était, ça aurait été très simple pour Viviana de le faire puisqu'elle a les clés. Mais non, Alessia ne contacte pas sa mère et sa sœur pour leur demander d'aller voir si sa fille se porte bien. Arrive lundi 18 juillet. Donc Alessia a quitté son appartement depuis 4 jours déjà. Ce jour-là, Mario Angelo a un déplacement professionnel sur Milan. Un déplacement durant lequel Alessia l'accompagne. Il passe même plusieurs heures à Milan et se pose à un café. Et là, les policiers écoutent l'histoire d'Alessia et lui disent « Mais attends, on comprend pas. T'es revenu à Milan, t'aurais pu en profiter pour aller voir comment allait ta fille. » Là, Alessia leur explique qu'elle a pensé à Diana, bien sûr, mais elle craignait de demander à Mario Angelo de la déposer chez elle parce qu'ils s'étaient disputés dans la journée et que Mario Angelo s'était montré agressif envers elle. Donc elle n'a pas osé lui demander, puis ils sont retournés à l'effet chez Mario Angelo. Le lendemain, soit le mardi 19 juillet, Alessia passe la journée avec Mario Angelo à l'effet et elle explique aux enquêteurs que ce jour-là, donc le soir avant d'aller dormir, elle s'est dit que finalement, elle devrait sans doute rentrer chez elle le lendemain pour voir comment se portait sa fille après 7 jours. Mercredi 20 juillet, Alessia rentre finalement chez elle et en voyant que sa fille est morte, elle panique et elle invente cette histoire de babysitter. Bon, à présent que les enquêteurs ont la version complète, on va dire, des événements, on va voir tous les éléments qu'ils ont pu relever de leur côté. Alors, Alessia avait déclaré qu'elle voulait rentrer chez elle le vendredi 15 parce qu'elle s'inquiétait pour sa fille. Alessia a déclaré que Mario Angelo ne voulait pas la déposer chez elle, qu'il n'était pas son taxi, etc. Ok. Les enquêteurs vérifient et ils découvrent que durant ces 6 jours passés à l'effet, pendant que Mario Angelo travaillait, Alessia s'est déplacée en taxi à plusieurs reprises pour faire du shopping par exemple, ou pour aller se poser en terrasse pour boire un café. Et à chaque fois, le montant du trajet en taxi s'élevait à environ 300 €. Donc, Alessia déclare qu'elle n'a pas pu rentrer chez elle pour s'occuper de sa fille parce que son copain ne voulait pas la déposer en voiture. Mais à côté de ça, elle se paie des trajets en taxi à 300 € le trajet pour se promener à l'effet et aux alentours, histoire de faire du shopping. Ça, c'est quand même un point, on va dire, qui les choque particulièrement parce qu'ils se disent, ok, donc la meuf peut pas se payer un taxi pour rentrer à Milan, elle peut pas payer une nounou, par contre, elle peut payer des trajets à 300 € pour aller faire du shopping. Et au-delà de ça, les enquêteurs ont également cherché à comprendre comment Alessia pouvait se permettre de dépenser de telles sommes dans des taxis alors qu'elle n'en a pas les moyens. Souvenez-vous qu'elle ne travaille pas, elle vit des aides sociales et c'est pas Mario Angelo qui lui donne de l'argent. Il fouille le téléphone portable d'Alessia, il vérifie toutes ses connexions, ses correspondances, ses historiques, etc. Et il découvre qu'Alessia se prostituait depuis de nombreuses années, soit par le biais de sites de rencontres, soit par le biais de sites spécialisés comme Street, je sais plus quoi, Viva Street, ou enfin je sais pas, il y a des sites comme ça spécialisés pour l'escorting ou la prostitution. Donc il vérifie qu'elle avait des profils sur ce type de sites et que elle cherchait des clients par ce biais-là. Et c'est cet argent qui lui servait ensuite à faire du shopping. Mario Angelo, quant à lui, est bien évidemment interrogé par la police pour voir s'il a un quelconque lien avec ce qu'il s'est passé. Et Alessia avait affirmé qu'elle n'était pas rentrée voir sa fille à cause de Mario Angelo le lundi 18 juillet. Il aurait été agressif avec elle à plusieurs reprises durant leur petite escapade. Bon, en soi, c'est pas un argument, mais les enquêteurs veulent quand même s'assurer qu'il n'était pas au courant que la petite était seule dans l'appartement d'Alessia. Mario Angelo est interrogé et il nie non seulement avoir été agressif avec Alessia, mais il affirme en plus que le lundi 18 juillet, lorsqu'ils se sont rendus à Milan pour son déplacement professionnel, il a proposé à Alessia de la déposer chez elle pour qu'elle voie sa fille. Ce qu'Alessia aurait refusé, elle aurait préféré retourner avec lui à l'effet. Ça, c'est quand même
un autre élément qui joue fortement la défaveur d'Alessia, puisque là, pour les enquêteurs, ils se disent qu'ils ont affaire à un profil quand même assez inquiétant. Déjà, cette histoire de week-end, vous savez, elle leur a expliqué qu'elle comptait s'absenter un week-end pour se rendre chez son petit copain, mais elle part à l'effet avec 2 valises blindées de vêtements, 30 tenues différentes. Déjà, ils se disent, ouais, non, c'est quand même bizarre, tu pars pas pour un week-end avec 2 valises pleines de vêtements. Si tu pars avec autant de vêtements, c'est que tu comptes t'absenter quand même bien plus longtemps. Plus le témoignage de Mario Angelo, ils se disent que le profil d'Alessia est quand même assez inquiétant, d'autant que ce qu'il ressort de ces différents interrogatoires, c'est sa froideur. Le procureur a été surpris par sa froideur, la façon dont elle parle de sa fille, comme si c'était un objet qu'on lui avait mis entre les mains et avec lequel elle devait composer. Clairement, Alessia donne l'impression qu'il s'agissait d'un fardeau qui l'empêchait de mener sa vie comme bon lui semblait. Forcément, ça soulève un point et pas des moindres, celui de la préméditation. Est-ce qu'Alessia a prémédité la mort de sa fille? Si oui, ça change tout au dossier. Il ne sera plus question d'homicide par négligence ou meurtre involontaire, mais d'assassinat. Il y a plusieurs points qui penchent dans ce sens. Comme je vous l'ai dit déjà, les 2 valises de vêtements, voilà, l'histoire d'aller passer 2 nuits chez son mec, 30 tenues différentes, non. Ça, le procureur n'y croit absolument pas. Il y a aussi le fait qu'elle ne s'est pas rendue à son appartement le lundi 18 juillet. Elle en avait la possibilité. Si elle s'y était rendue, sa fille ne serait pas morte, puisqu'elle aurait pu lui donner un biberon de lait, lui changer sa couche, elle aurait même pu allumer la clim. Mais elle ne l'a pas fait. Il y a un autre élément souligné par le procureur. Comme je vous l'ai dit, la sœur d'Alessia possède les clés de son appartement. Alessia a dit qu'elle ne devait s'absenter qu'une nuit ou 2. Et finalement, elle s'est absentée 6 nuits. Pourquoi ne pas avoir tout simplement appelé sa sœur pour lui demander de rentrer nourrir sa fille? La famille et le voisinage d'Alessia ont été interrogés en plus de Mario Angelo, et elle a menti à tout le monde. À Mario Angelo, elle lui avait dit que Diana était en vacances à la mer avec sa sœur Viviana. À sa mère et à sa sœur, elle leur avait expliqué que Diana était avec elle, et aux voisins, elle avait expliqué que la petite Diana était avec lui, une babysitter. Donc le procureur essaie d'éclaircir ce point, puisque lui doit déterminer s'il y a eu préméditation. Il lui dit « Ok, d'accord, tu t'es absenté plus longtemps que prévu, parce que, soi-disant, ton mec voulait pas te déposer chez toi, mais pourquoi t'as pas appelé ta sœur pour qu'elle rentre et qu'elle puisse se changer et nourrir ta fille ?» L'explication d'Alessia, c'est qu'elle avait peur que sa sœur ne la juge. D'après elle, sa mère et sa sœur l'ont toujours mal jugée sur son mode de vie, donc il était plus acceptable qu'elle laisse sa fille crever de soif et de faim, plutôt qu'elle se prenne les réprimandes de sa famille. Le procureur insiste, ok, elle avait peur d'être jugée par sa famille, elle avait peur qu'on remette en question ses capacités à élever la petite Diana, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le lundi 18 juillet, lorsqu'elle se trouvait à Milan avec Mario Angelo, elle n'en a pas profité pour faire un crochet par chez elle et nourrir, changer sa fille, lui donner à boire? C'était faisable. La réponse d'Alessia, c'est que ce jour-là, comme Mario Angelo et elle se sont disputés à propos d'une broutille, elle craignait qu'en retournant chez elle, Mario Angelo ne l'abandonne à Milan, qu'il rentre chez lui à l'effet et qu'il se trouve une autre femme. Bon, pour le procureur, les explications d'Alessia sont quand même assez bancales. Et il y a un autre point pour lequel il veut des explications, c'est la présence de somnifères dans l'appartement d'Alessia. Vous vous souvenez qu'on a retrouvé des traces de benzodiazépine dans les cheveux de la petite. Et il y a, on va dire, un élément qui le pousse à croire que Alessia a certainement donné des somnifères à sa fille. C'est que personne n'a entendu la petite pleurer ou crier entre le 14 et le 19 juillet. Ça, c'est quand même assez étrange, puisqu'elle a été laissée toute seule dans cet appartement. Elle est morte de déshydratation. Elle a très certainement crié, pleuré, mais personne dans le voisinage ne l'a entendu. Le problème dans le cas présent, c'est que l'analyse toxicologique n'a pas été concluante. On n'a pas été en mesure de déterminer avec certitude qu'il y avait de la benzodiazépine dans le sang de la petite. Après, pour le procureur, ça reste quand même problématique parce que Alessia n'a même pas été capable d'expliquer comment elle s'est fournie ces somnifères. D'après elle, c'est un amant de passage
qui aurait oublié la plaquette dans son appartement. Un amant dont elle ne se souvient ni le nom ni le prénom. On n'est jamais parvenu à remonter sa trace, mais Alessia a toujours nié ce point. Elle a toujours dit qu'elle n'a jamais drogué sa fille avec des somnifères. Elle a seulement reconnu qu'il lui arrivait de temps à autre de donner de la tachipirina à Diana quand elle était un peu trop agitée. La tachipirina, c'est un analgésique. Elle promet qu'elle lui en donnait que quelques gouttes dans son lait pour la calmer, mais jamais de benzodiazépine. Ce point est quand même très bizarre, parce que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé la moindre trace de tachipirina au domicile d'Alessia, ni aucune ordonnance pour la petite. Et on ne donne pas d'analgésique à un bébé de 18 mois comme ça, sans avis médical et sans dosage. Mais on notera quand même que d'un point de vue médical, la tachipirina est moins grave que la benzodiazépine. Donc peut-être qu'Alessia admet avoir donné de la tachipirina pour ne pas avouer l'administration de benzodiazépine. C'est en tout cas la théorie de certains journalistes italiens. Maintenant, il y a une autre théorie qui pourrait expliquer la raison pour laquelle personne dans le voisinage, dans l'immeuble, n'a entendu la petite Diana pleurer pendant ces 7 jours. C'est qu'elle était tellement habituée à ne pas voir ses besoins comblés par sa mère, elle était tellement habituée à ce que ses pleurs ne provoquent aucune réaction lorsque sa mère s'absentait les week-ends, qu'elle n'a pas pleuré. À son petit âge, elle a été résiliente et elle a agonisé en silence. C'est cruel, hein. C'est pourquoi le procureur retient le chef d'accusation d'homicide volontaire aggravé par 2 circonstances. Avoir agi dans le cadre de la relation parentale et avoir agi pour des motifs futiles et abjects, à savoir vouloir passer du temps avec son copain. Si elle est reconnue coupable, Alessia Piferi risque la prison à perpétuité. Pour le ministère public, si Alessia n'a pas prémédité le meurtre de sa fille, elle l'a au moins fortement négligé depuis sa naissance, puisqu'elle la voyait comme un fardeau. D'ailleurs, concernant le père de la petite Diana, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un homme qui vit près de Milan, avec lequel Alessia a eu une aventure. Grâce au téléphone d'Alessia, aux messages et aux audios qu'elle échangeait avec lui et des copines, on apprend qu'Alessia avait gardé contact avec lui, il avait même déjà vu la petite Diana. Alessia espérait renouer avec lui pour, pourquoi pas, vivre la relation idéale qu'elle souhaitait au départ avec Mario Angelo, mais depuis quelques semaines, le père de Diana avait coupé contact avec elle et il ne cherchait plus à avoir des nouvelles de sa fille. Alessia le harcelait, mais il ne répondait pas à ses appels et ses messages. Ces éléments donnent l'impression qu'Alessia pouvait voir sa fille comme un fardeau qui ne lui servait à rien et qui l'empêchait de mener la vie qu'elle voulait mener. Cette affaire a soulevé l'indignation en Italie, d'autant qu'au fil de l'enquête, il y a énormément de détails qui ont filtré dans la presse et qui ont rendu cette affaire encore plus glauque qu'elle ne l'est déjà. Pour vous donner quelques exemples, Alessia avait fait croire à son entourage qu'elle avait fait le baptême de la petite Diana dans le but qu'on lui offre les cadeaux et l'argent du baptême. Mais il n'y avait jamais eu de baptême. Autre point qui a filtré dans la presse, c'est le témoignage des voisins d'Alessia. Certains ont déjà croisé Alessia et Diana dans l'immeuble ou devant l'immeuble, et tous ont dit que la petite Diana ne réagissait quasiment jamais quand il les croisait, elle et sa mère. Quand il parlait avec la petite pour lui dire « Oh, t'es mignonne, oh, t'es toute sage », elle n'avait aucune réaction, comme si elle était sédatée. Et elle avait 18 mois, mais personne ne l'a jamais entendu parler et on ne l'a jamais vu marcher non plus. Alors oui, ça c'est quelque chose, on va dire, de purement subjectif, puisque certains enfants ont plus de retard que d'autres, mais si on ajoute ça au fait que la petite Diana n'a jamais été suivie par aucun pédiatre, ça laisse penser qu'elle était négligée, voire maltraitée. La famille d'Alessia a été interrogée sur on va dire, la santé de la petite Diana, et eux disent qu'ils n'ont jamais rien remarqué de particulier. C'est vrai que la petite était assez discrète, mais ils affirment qu'elle semblait heureuse quand elle venait passer du temps chez sa grand-mère ou chez sa tante. Son cousin, donc le neveu d'Alessia, adorait la petite Diana. Ils disent que non, elle n'était pas muette, mais elle était plutôt calme. Donc là, pour le procureur, il y a quand même cet élément qui ajoute à tout le dossier. Est-ce que la petite Diana n'était pas régulièrement sédatée par sa mère ? Le procès d'Alessia Piferi s'ouvre en juillet 2023 aux assises de Milan. La mère et la sœur d'Alessia se sont portées partie civile. Pour rappel, Alessia n'est pas jugée pour assassinat puisqu'il n'a pas pu être prouvé sans aucun doute raisonnable qu'Alessia a drogué sa fille
et qu'elle l'a sciemment laissé mourir de soif dans leur appartement. Et là, Alessia Piferi est accusée d'homicide volontaire aggravé. Bon, je sais que c'est assez technique, hein, mais comme je vous l'ai dit, les procédures judiciaires en Italie sont très techniques, je trouve, et parfois j'ai un peu de mal à vous retranscrire clairement l'équivalent pour la France, mais partez du principe qu'elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Quoi qu'il en soit, la ligne de défense avancée par les avocats d'Alessia, c'est les troubles mentaux, plus précisément le retard mental. Alessia n'a tout simplement pas compris la gravité de ses actes parce qu'elle n'est pas apte à comprendre. Ce n'est donc pas de sa faute. Ce serait même la faute de son ex-compagnon, Mario Angelo. Elle craignait tellement qu'il la quitte qu'elle a préféré laisser sa fille crever de soif et de faim dans son appartement. En gros, ayant un retard mental assez prononcé, elle n'a pas su gérer ses priorités à cause de son compagnon. Bon, je vous avais prévenu que cette histoire avait révolté l'Italie, parce qu'en plus du décès de la petite Diana, on a quand même toute la dynamique qui s'est mise en place durant le procès, où il y a eu cette sorte de retournement de situation. À présent, Alessia est une victime, elle est victime de l'emprise de son ex-compagnon. Ce qu'on apprend durant le procès, en plus de tous les éléments qui ont été recueillis par les enquêteurs, c'est qu'Alessia se prostitue occasionnellement à son domicile alors que sa fille se trouvait dans l'appartement, dans une autre pièce. Et elle raconte ça en détente. Pour elle, il n'y avait aucun problème. D'après ses propres mots, elle a toujours été une très bonne mère. Elle revient également sur ses problèmes avec sa propre mère et c'est très conflictuel d'après elle. Alessia avait ce qu'on pourrait qualifier une faille narcissique. Elle était très sensible aux critiques, que ce soit sur son physique ou sur ses capacités en général. Elle ne supportait pas qu'on puisse la juger, qu'on puisse remettre en question ses capacités en tant que mère. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle maintient qu'elle a toujours été une très bonne mère. Elle nourrissait sa fille, elle lui mettait des vêtements au besoin, mais elle craignait vraiment le regard de sa famille. Et c'est, toujours d'après elle, ce qui l'a poussée à ne pas leur dire la vérité lorsqu'elle a laissé sa fille seule chez elle. Donc on va dire que là, la défense de Diana s'étoffe, puisqu'en plus de l'emprise de Mario Angelo, il y a également cette crainte du jugement de sa famille, de sa mère. Donc ce sont ces éléments qui l'ont poussée à laisser sa fille mourir de déshydratation, en plus de son prétendu retard mental. Cela va sans dire. Maria et Viviana, la mère et la sœur d'Alessia, réfutent tous les éléments avancés par la défense. Elles refusent d'admettre qu'elles auraient pu mettre la pression à Alessia jusqu'à provoquer indirectement la mort de la petite Diana. Et elle réfute également l'argument du retard mental. D'après elle, Alessia était en pleine capacité de ses moyens. Elle l'aurait remarqué si Alessia avait le QI d'un enfant de 8 ans. Pour l'entourage d'Alessia, non, la jeune femme voulait tout simplement continuer de vivre sa vie comme elle l'entendait, sans avoir un enfant dans les pattes. Elle voulait profiter de sa jeunesse, tout simplement. Fare un figlio non è un quoziente intellettivo, io non ho studiato da nessuna parte, pure voglio dire, mi sembra una cosa ridicola questa. Quoziente intellettivo, che cos'è? Perché una persona analfabeta che non può crescere un figlio? Non la capisco questa cosa, è assurda per me. Cioè una persona capace di intendere e volere, una persona come tutti. C'ha 40 anni, penso che sia arrivata fino qua. E poi scusa per affittare macchine o fare certe cose, andare in internet, visto che trovava gli uomini su internet, quello ci arrivava. Non ci devono essere scuse. Là, la Cour est quand même face à un dilemme, puisqu'on a d'une part la défense qui affirme qu'Alessia souffre d'un retard mental, ce qui pourrait expliquer la succession de comportements qu'elle a eus, mais d'un autre côté, sa famille qui affirme qu'elle n'a jamais eu de retard mental. Donc pour trancher, la Cour demande une expertise psychiatrique au mois de novembre, donc en plein procès. Et le rapport du psychiatre va dans le sens de la ligne de défense d'Alessia. Elle souffre d'un gros retard mental. Elle n'a pas toutes ses capacités cognitives. Elle ne pouvait pas se rendre compte des conséquences de ses actes. Durant les procès, en général, les expertises psychiatriques pèsent quand même assez lourd, surtout quand elles sont demandées par la Cour et faites par des psychiatres reconnus comme fiables par la Cour. Et c'est vrai que durant les audiences, Alessia parle étrangement. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous glisser un passage, mais on a vraiment l'impression qu'elle est diminuée. Elle n'a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages ou d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme on dit.
Mais, à la suite du rapport d'expertise, donc au mois de novembre, coup de théâtre. Le ministère public s'oppose à cette expertise au motif qu'Alessia a été préparée par des psychologues pour coller à cette ligne de défense avant les audiences du mois de septembre. Bon, je vous explique. Alessia est suivie par des psys à la prison de Milan depuis le début de son incarcération, des psychologues choisis par ses avocats. Le procureur affirme qu'avant les audiences du mois de septembre, durant lesquelles Alessia a témoigné, les psychologues l'auraient préparée pour qu'elle paraisse bête devant la cour. Ils l'auraient aidée à réécrire la narration des événements, histoire que ça colle avec son prétendu retard mental et surtout avec l'emprise que Mario Angelo aurait exercée sur elle. Pour vous donner un exemple, Alessia a perdu son père quand elle était jeune. Elle recherchait dans ses relations avec les hommes l'image d'un père. Mario Angelo est beaucoup plus âgé qu'elle, donc Mario Angelo représentait son père dans sa tête. Le jour où elle a refusé d'aller voir sa fille à Milan, vous savez, le jour où elle aurait pu sauver la vie de sa fille, et ben en fait, elle ne voulait pas quitter Mario Angelo pour rejoindre sa fille, puisqu'elle craignait de perdre son père. Dans la symbolique, en fait, elle voulait tellement construire une vie de famille stable avec lui, que le perdre, ça provoquerait la dislocation de la cellule familiale qu'elle s'était construite dans sa tête. Donc voilà la raison pour laquelle le ministère public s'oppose à cette expertise. Sachant qu'en plus de cette affaire-là des deux psychologues, il y a une autre affaire qui s'est greffée à ce procès, c'est le voisin de Diana. Il lui est reproché d'avoir eu un rôle de proxénète avec Alessia, ça on le découvre au fur et à mesure du procès, à savoir qu'il a aidé Alessia à se trouver des clients sur des sites internet, des clients qu'elle a ensuite ramenés chez elle. Donc là il est, comme on dit en Italie, indagato, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est ouverte le concernant. Et tout récemment, donc là on est encore en plein procès en Italie, même s'il touche à sa fin, tout récemment, le procureur a expliqué qu'il avait ouvert une enquête préliminaire sur les deux psychologues. Donc au préalable, il avait réfuté la validité de l'expertise psychiatrique. Et là, tout récemment, il a expliqué par voie de presse, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'une enquête préliminaire visait les deux psychologues pour avoir fabriqué le récit d'Alessia. D'ailleurs, il y a même une enquête préliminaire qui vise l'avocate d'Alessia. On lui reproche un faux en écriture lié justement à cette affaire des deux psychologues. Bon, ça fait la une de la presse, et ce qui est quand même assez dommage, j'ai envie de dire, c'est que le meurtre de la petite Diana est carrément passé au second plan, puisque là, la presse s'est complètement focalisée sur l'enquête qui vise les deux psychologues. Même si, en soi, ça reste un élément important du procès, puisque c'est quand même assez grave. S'il s'avère que ces deux psychologues ont fabriqué ce récit, c'est très très grave. Mais voilà, ça ne devrait pas occulter l'élément principal du procès, à savoir le meurtre de la petite Diana. Et là, le procès est toujours en cours en Italie. Comme je vous l'ai dit, elle risque la prison à vie si le retard mental n'est pas pris en compte comme circonstance atténuante. Et une nouvelle expertise psychiatrique est attendue pour le 26 février, ce qui permettra de statuer définitivement, semble-t-il. Mais je vous mettrai bien évidemment la mise à jour dans la playlist des mises à jour. Si l'expertise, la première, est rejetée, partez du principe que ce sera la réclusion criminelle à perpétuité pour Alessia Pifferi. Voilà tout pour l'histoire de Diana Pifferi, une fillette de 18 mois, laissée seule dans un appartement par sa mère pendant une semaine, puis morte de déshydratation, une journée d'été 2022. Una bandiera! Bon, eh bien si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente, puisque ça signifie que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Avant toute chose, je tenais à remercier mon sponsor du jour, eBay Club. Vraiment, pour ceux que ça intéresse, allez regarder le récap en description et en commentaire épinglé, parce que moi je trouve que c'est bien.
Sinon, concernant cette affaire, que vous dire si ce n'est que je ne crois absolument pas à la défense, à l'argument avancé par la défense, à savoir le retard mental et le quotient intellectuel très bas. C'est, je crois, le truc le plus insane dans cette histoire, se servir de la maladie mentale pour atténuer la responsabilité d'une personne, ça me dépasse. Alors je vous explique, hein. J'ai vu des vidéos d'Alessia lorsqu'elle parle avec le procureur. J'ai écouté également certains de ses audios. Je peux pas tout vous glisser dans la vidéo à cause des droits d'auteur. J'en suis navrée, mais bon, on fera sans. Vous allez devoir me croire sur parole. Je peux vous dire que la façon dont elle s'exprime au tribunal, cette façon un petit peu, vous savez, lente, on a l'impression qu'elle est neuneu, et sa façon de s'exprimer dans la vie de tous les jours, ça n'a absolument rien à voir, comme disent les Italiens, non c'entra niente. Vraiment, sa façon de s'exprimer au téléphone, que ce soit avec ses copines, avec ses mecs, avec sa famille ou avec la procureure, elle est en pleine capacité de ses moyens, cette femme. Vraiment, au tribunal, soit elle joue un rôle, soit on l'a fortement sédatée, ce qui expliquerait la raison pour laquelle elle parle de cette façon. Mais non, dans la vie de tous les jours, elle n'était pas comme ça. Elle savait ce qu'elle faisait. Et la preuve en est, la première chose qu'elle fait quand elle appelle les urgences pour déclarer que sa fille est morte, enfin quand les ambulanciers arrivent, elle leur sort cette histoire de babysitter. Les gars, si elle n'avait pas conscience de ce qu'elle avait fait, elle n'aurait pas inventé ce mensonge. Donc c'est qu'elle avait parfaitement conscience de la dinguerie qu'elle avait faite, mais elle a agi par pulsion, elle a agi par égoïsme. Après oui, on pourrait dire qu'elle a agi par inconscience, mais l'inconscience, ça n'atténue pas la portée d'un crime. Enfin, une personne qui boit, je sais pas moi, 2 litres d'alcool et qui décide malgré tout de prendre le volant, elle agit par inconscience, mais est-ce qu'elle est irresponsable de ce qu'elle a fait? Bah non. Après, je vous dis 2 litres, je pense pas que sur le plan humain ce soit possible, mais honnêtement, c'est le seul exemple là que j'ai en tête. Tout ça pour dire que cette femme, c'est parfaitement ce qu'elle faisait. Je suis d'accord avec sa famille, sa mère et sa sœur et son neveu qui l'ont mais terminé durant le procès. Je vous ai mis une petite intervention de sa sœur. Mais oui, elle a parfaitement raison. Donc quoi, elle a un quotient intellectuel très bas. Elle n'est pas capable de comprendre et de vouloir. Par contre, elle est capable de louer un appartement, de louer des voitures, d'aller sur Internet pour se prostituer, d'aller rejoindre son mec, de choisir ses tenues, d'inventer des mensonges aux uns et aux autres. Non, pas à moi. Franchement, pas à moi. Moi, j'y crois pas. Après, c'est pas moi qui suis décisionnaire de toute façon. Demain, on aura la réponse. Puisqu'aujourd'hui, au moment où est publiée la vidéo, on est le 25. Et c'est le 26 que le tribunal décide du coup de la... c'était quoi déjà, de la de rapport psychiatrique, voilà, si le rapport psychiatrique est recevable ou pas. Donc à partir de là, s'il n'est pas recevable, partez du principe qu'elle va très certainement prendre perpète. Et concernant l'enquête sur les 2 psychologues, mais bien évidemment qu'elles ont refabriqué la narration, c'est évident avec ce fameux argument qui est très très fortement à la mode en ce moment, être sous emprise. Non, moi franchement ça m'a dosé le sous emprise. Au bout d'un moment c'est bon, stop. À une époque on avait le terme à la mode qui était pervers narcissique. En fait tous les 2-3 ans on a un nouveau terme qui vient, qui est à la mode. Je crois qu'il y a maintenant aussi je sais plus, enfin bref, des fois je vois passer des trucs comme ça sur Instagram, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos, je crois que c'était sur la vidéo de la petite Elena Del Pozzo. Elle avait été sauvagement assassinée par sa mère, une 20aine de coups de couteau, et on essayait de reporter la responsabilité sur le père de la petite Elena. Là, on essaie de reporter la responsabilité sur Mario Angelo. C'est quoi le rapport, wesh? Sur également
les conflits entre Alessia et sa mère. Après, je sais que le rôle de l'avocat, c'est de défendre son client, mais je lui en tiens pas forcément rigueur à l'avocate. Mais c'est plus... là, pour le coup, c'est plus les psychologues qui me font rager, parce que je me dis, c'est pas ton taf d'inventer une histoire pour faire en sorte qu'une femme prenne pas la peine maximale. C'est pas ça ton taf. C'est nul de faire ça, parce que la vraie victime dans cette histoire, c'est Diana. C'est Diana. Voilà, c'est cette petite fille. Et je vous dis à quoi je pensais quand je voyais le rapport du médecin légiste et tout, enfin les conclusions. Je me disais, Miskina, cette petite, pendant 7 jours, elle est restée toute seule dans un lit, avec un seul biberon. Elle a macéré dans ses couches, dans la puanteur, dans la chaleur. On était quand même au mois de juillet. Et en fait, ce qui m'a tétanisée, c'est de me dire, pendant 7 jours non-stop, elle est restée allongée dans son lit, toute seule, dans le silence le plus total, pendant que la journée, en fait, se déroulait. La journée, ensuite la nuit qui tombe, ensuite toute la durée de la nuit, ensuite le matin, etc. Sans aucun bruit. Mais c'est une dinguerie. Ça m'a fait mal au cœur, parce que je me suis imaginé, moi, en tant qu'adulte, dans cette situation. En tant qu'adulte, imaginez à quel point c'est pas supportable. Alors en tant que bébé, et elle a même pas pleuré. Elle a même pas pleuré parce qu'elle savait en fait que personne viendrait pour la sauver. Donc voilà mon opinion sur cette affaire. Mettez-moi en barre des commentaires ce que vous en avez pensé. Et j'ai hâte aussi de lire l'avis des Italiens, parce qu'il y a quand même des Italiens qui sont abonnés à ma chaîne. Et je pense qu'eux pourront apporter une opinion peut-être un peu plus, je dirais pas pertinente, mais... je le pense un peu, parce que comme ils vivent en Italie, qu'ils ont suivi les événements à chaud, ils pourront peut-être nous apporter une opinion peut-être un peu plus pertinente. Et sinon, que vous dire, si ce n'est que ces 3 derniers mois, ça a été quand même assez intense, hein. Je suis contente là d'avoir pu tourner cette vidéo, même si je vous avoue que là maintenant je suis en PLS, parce que j'arrive presque plus à parler. Mais merci beaucoup pour tous vos messages d'encouragement, de soutien, que ce soit sur Instagram ou sous mes vidéos YouTube. C'est vrai que je réponds pas souvent, mais je pense que beaucoup ont compris la raison pour laquelle je ne répondais pas souvent. Certains se permettent des petits commentaires un petit peu déplacés, comme s'ils étaient abonnés à une chaîne payante et que du coup le service n'était pas à la hauteur de l'engagement financier. Et les gars, c'est gratuit. Le contenu qu'on vous propose sur YouTube est gratuit. Donc il faut aussi savoir faire preuve de raison, j'ai envie de vous dire. Évitez de mettre des commentaires offensants ou insultants parce que vous n'êtes pas content qu'il y ait des rediffs ou qu'on ne réponde pas, etc. C'est gratuit, vraiment. Pour vous, c'est même moi, je suis consommatrice YouTube. Et c'est les aléas de la vie. Et là, pendant 3 mois, je vous avoue que ça a été jungle, folklorique même. Mais je suis contente d'avoir pu terminer cette vidéo. Maintenant, je ne vous garantis pas qu'il y aura du contenu régulièrement. Ça sera vraiment en fonction de mes capacités vocales. Voilà, je pense que beaucoup l'ont compris. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir vous tourner toutes les vidéos que j'ai commencé à écrire. Surtout une qui devrait fortement vous intéresser. C'est un réseau PEDO en France dans les années 90 qui est vraiment pas connu du grand public et qui est... vraiment, les sujets comme ça, là, autant ça me fout la haine de les faire, mais autant je trouve que c'est d'utilité publique parce que c'est trop grave. Et cette affaire, j'aimerais vraiment pouvoir terminer l'écriture et vous la présenter. Même si peut-être que la vidéo ne durera pas très longtemps, peut-être une 20aine de minutes, mais au moins vous présenter l'essentiel, parce qu'elle mérite, vraiment, elle mérite d'être connue. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et ça fait trop plaisir, mine de rien, de tourner de nouveau après 3 longs mois d'absence. J'arrive pas à y croire. Vraiment, c'est passé hyper vite. Et en amont, je faisais aussi un autre truc. Peut-être que je vous le dirai. Parce que je suis grave contente, mais c'est, on va dire, une petite réussite personnelle. Mais ouais, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon,
je vais m'arrêter là, hein, j'ai envie de vous dire. Ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.